que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour encore une fois parler de la grève des acteurs, celle qui continue encore. Comme tous les samedis, on se retrouve pour les dernières news sur le sujet. Alors la vidéo va aller assez vite certainement parce qu'il n'y en a pas tellement en réalité, mais on est sur un moment hyper important, vraiment. Et en plus, du coup dans cette vidéo, ça va permettre de comprendre un peu ce qui s'est passé ces derniers jours pour en arriver à ce moment vraiment butoir, vraiment très important, qui va décider de beaucoup de choses, qui va avoir une grosse incidence sur l'industrie. Tout va se jouer vraiment sur les prochains jours. Ça peut changer énormément de choses pour le coup, mais on va commencer tout de suite. Déjà, il faut un petit rappel quand même. Ça permet de rappeler ce qu'est la situation en ce moment. Et donc, on voit qu'en fait, les membres du IATSE, donc le IATSE, pour ceux qui ne sauraient toujours pas, c'est en fait le syndicat qui réunit beaucoup de gens de l'industrie du cinéma et de la télévision. Ça veut dire tous ceux, en fait, tout simplement, qui ne sont pas dans la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, ou dans la WGA, le syndicat des scénaristes. Donc, dans l'IATSE, vous avez les gens qui construisent les décors, vous avez les coiffeurs, les maquilleurs, vous avez les preneurs de son, voilà, vraiment tous ces métiers qui font, en fait, tout simplement les productions. Et donc, voilà, les artistes maquillage, les décorateurs de plateau, ceux qui fournissent les props, c'est les objets. Par exemple, tiens, il vous faut un flingue qui fasse futuriste, bim, c'est ce qu'on appelle un props. Et donc les fournisseurs de props, et d'ailleurs il y a une boîte qui existait depuis très longtemps de props qui vient de fermer, qui existait depuis des décennies et qui vient de fermer à cause de la situation. Ils ne pouvaient plus faire face vu que il n'y a aucune location, aucune commande, voilà, il n'y a pas de contrat tout simplement. Et d'autres travailleurs, à travers Hollywood, se sont réunis devant le CTO, la mairie en fait de Los Angeles, et en fait ils essayent de pousser les officiels du gouvernement à offrir plus d'aide, d'assistance avec ce qui se passe avec la grève des acteurs, parce que il y a beaucoup de métiers qui en pâtissent pour le coup. Ok, les acteurs sont en grève, mais ça veut dire que tous les tournages sont bloqués, et donc plein de métiers n'ont juste pas de boulot en fait, tout simplement pas de travail. Alors donc comme vous pouvez le voir, voilà ce qui a été dit par quelqu'un justement qui était. Nous sommes ici parce qu'on sent que 6 mois sans aucun travail, c'est quelque chose auquel le gouvernement devrait prêter attention. Et donc c'est Farah Bunch, une artiste maquillage, et elle dit, les gens perdent leur moyen de survivre, de vivre en fait. Leurs revenus, ils sont en train de tout perdre, et il y a énormément de gens. Le problème c'est qu'effectivement ils sont pas très aidés. Et ce que va nous expliquer cet article, en fait, c'est que pendant le Covid, il y avait des aides. Il y avait des aides qui avaient été mises en place. Mais c'est pas le cas, cette fois. C'est pas le cas. Et donc, ces gens-là n'ont rien, ne gagnent rien. Et évidemment, ça rend la situation extrêmement compliquée. Et là, voilà, Cathy Baccaro, qui est donc production manager et membre de la Ligue des réalisateurs, explique, voilà, tous ces travailleurs, ce qui s'appelle Below the Line, c'est voilà, tous les travailleurs techniques, tout ça, et les petits business, les vendeurs, les traiteurs, tous les gens qui normalement font la bouffe sur tous les plateaux, faut nourrir tout le monde, le midi, le soir, faut nourrir les figurants, les acteurs, tout ça. Et donc les traiteurs, pareil, payent aussi le prix de tout ça, sont tous largement ignorés. Il n'y a eu aucune aide du gouvernement alors que les citoyens sont en crise. Et effectivement, eux, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est même pas une décision d'eux. Eux, vraiment, sont des dommages collatéraux. En fait, ils vivent la crise, mais ils n'ont pas leur mot à dire dessus. C'est ça qui est terrible. Et donc, il y a eu une pétition avec plus de 25 000 signatures qui demandait une augmentation des aides des aides chômage, en fait, pour les travailleurs impactés par la grève. Il faut savoir que normalement, ils gagnent, normalement, pour le chômage, ils touchent 450 $ par semaine. Alors, j'imagine bien, alors c'est pour 26 semaines. Pendant 26 semaines, ils peuvent toucher 450 $ par semaine. J'imagine bien déjà qu'il y a des gens qui vont dire, mais attends, 450 $ c'est énorme par semaine, ça veut dire 900, 1800 par mois, c'est énorme comme salaire, machin. Alors, avant de commencer à écrire ça dans les commentaires, je vais juste vous rappeler un article qu'on a vu la semaine dernière qui expliquait qu'à Los Angeles, gagner 10 900 $, 10 900 $ par mois, c'était considéré comme un bas salaire, vu le prix de la vie. Vu le prix des logements, vu le prix de l'essence, des courses, de tout ça, 10 900 $, c'est considéré comme un bas salaire. Donc imaginez 1800. C'est même pas pour votre loyer. Ou à la limite, vous payez votre loyer pile pour une pièce et vous mangez pas.
vous faites rien, vous vous déplacez pas, mais voilà, faut remettre les choses en contexte. C'est 1800 $ à Los Angeles. Faut bien comprendre ça avant de se faire des films. Et ça, c'est super intéressant. C'est un truc c'est vrai dont on parle pas beaucoup, mais souvent il y a le truc de se dire, mais pourquoi ils trouvent pas notre travail? Pourquoi ils vont pas faire autre chose? Mais le délire, c'est que c'est des gens dont c'est le métier, qui ont été formés à ça, donc c'est vraiment le taf. Et surtout, le truc, c'est qu'ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Ils pouvaient penser au départ que ça allait durer quelques semaines. Bon, bah, quelques semaines, on va tenir le coup. Et les quelques semaines sont passées. Bon, ils se sont mis à discuter. Bon, peut-être que dans le mois qui vient, ça va se régler. Et puis en fait, non. Et ainsi de suite. Et du coup, et rappelez-vous, il y a encore pas longtemps, là, il y a 2-3 semaines, où pareil, on pensait que ça allait être réglé, on était persuadé que ça allait être réglé dans les jours qui viennent. Et au final, pas du tout. Donc il y a vraiment cette incertitude, et évidemment cette tendance à croire que ça va se régler évidemment assez vite, et au final pas du tout, mais ça joue aussi sur le fait de, bah ouais, ils ont attendu parce que, bah, chaque fois ils avaient l'impression que ça allait se régler en fait. Il faut quand même rappeler du coup que selon un bureau du travail officiel américain, l'industrie des films et de la télévision a perdu 7000 emplois en septembre, après avoir perdu 17 000 emplois en août, et en tout, depuis le mois de mai, ça a perdu 45 000 emplois. 45 000 emplois perdus depuis le mois de mai. C'est énorme pour l'industrie, c'est énorme. Alors un petit truc un peu cool quand même pour le coup, Bryan Cranston, qui a été très présent du coup sur les piquets de grève, là organise un tournoi de poker de célébrités dont tous les bénéfices iront justement au Entertainment Committee Fund, qui est un fonds justement qui essaye d'aider tous ces gens-là. Donc voilà, heureusement il y a des petites choses sympas comme ça qui se passent pour essayer d'aider. On voit donc que ça va se passer le 12 novembre. Il y aura des gens comme John Hamm, Bradley Whitford, Amy Landecker, Andy Garcia, Jason Alexander, Mickey Pfeiffer et d'autres. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Heureusement qu'il y a eu ça, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des ventes aux enchères, avec pas mal de scripts, de séries, de films qui ont été vendus, d'objets, de props justement, même des dîners avec certaines stars qui ont été vendus justement pour essayer d'aider. Donc voilà, heureusement qu'il y a ces choses-là quand même qui se passent pour essayer d'améliorer un petit peu la situation, même si évidemment c'est loin de tout régler. Ça c'est assez intéressant, ça permet un peu de mieux comprendre. Vous vous rappelez, il y a eu cette histoire de ce groupe d'acteurs mené par George Clooney, avec des gens comme Ben Affleck, comme Reese Witherspoon, Laura Dern et plein d'autres. Scarlett Johansson par exemple, qui avait rencontré les dirigeants de la SAG-AFTRA, du syndicat des acteurs, pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi ça n'avançait pas, et comment peut-être aider à régler les choses, en apportant des idées, ce qu'on appelle out of the box, des idées peut-être auxquelles ils n'avaient pas pensé, des idées hors de la boîte, une autre manière peut-être de régler les choses. Et ils avaient fait leur proposition d'enlever les acteurs sont taxés par leur syndicat quand ils ont des cachets. Et sauf que cette taxe touchée par la SAG-AFTRA, elle est limitée à 1 million de dollars, dans le sens où, imaginons il touche 10% de ce que touche l'acteur, je dis un chiffre au pif, imaginons il touche 10%, si l'acteur a un cachet d'1 million de dollars, la SAG-AFTRA gagne du coup 100 000 $, mais c'est le plafond 1 million de dollars. C'est-à-dire que si l'acteur gagne 10 millions de dollars, la SAG-AFTRA touche toujours 100 000 $. Elle ne peut pas taxer sur plus d'1 million de dollars. Et ces acteurs avaient proposé d'enlever cette limite, histoire que ça rapporte plus d'argent à la SAG-AFTRA. Sauf que, comme l'a expliqué la présidente du syndicat, le problème, c'est que même avec cet argent gagné en plus, par rapport aux règles fédérales, ils n'ont pas le droit de prendre cet argent gagné en plus et de le mettre sur le budget pour les pensions des membres de la guilde ou sur la couverture maladie. Ils ne peuvent pas juste prendre cet argent et le déplacer là-dessus. Ça ne marche pas comme ça, ce sont des budgets séparés. Au niveau fédéral, c'est une interdiction totale de faire ça. Donc voilà, ça ne réglerait pas la solution. Il faut que cet argent vienne directement des patrons, des studios, des plateformes de streaming, pour pouvoir alimenter ces différents budgets. Ça ne peut pas venir de ce que payent les acteurs au syndicat. Mais donc on voit ici, pour comprendre un peu du coup qu'ils ont eu aussi un rôle sur la reprise des discussions, parce que les discussions s'étaient arrêtées, les patrons avaient quitté la salle en disant que voilà, vu les dernières demandes du syndicat des acteurs, ils voulaient plus continuer à discuter. Les discussions reprises, mais on comprend mieux ce qui s'est passé, où on apprend du coup ici un appel de Bob Iger à Duncan Crabtree-Ireland, qui est donc le chef négociateur du syndicat des acteurs. C'est un appel donc le samedi 21 octobre, qui a commencé à faire bouger les choses
pour qu'ils reviennent à la discussion. Pendant cette conversation, Iger a exprimé que la MPTP, donc le syndicat des patrons, voulait vraiment retourner négocier et obtenir un deal avec la SAG-AFTRA. Il faut savoir que ça fait plus de 100 jours quand même, hein. Plus de 100 jours que la grève dure. La présidente de la MPTP, Carole Lombardini, a ensuite, peu de temps après, appelé elle aussi Crabtree Ireland, et vu qu'il y avait pas mal de pression de la part des membres de la guilde de SAG-AFTRA, la réponse a été très vite, et dans la même journée, ils ont convenu d'un rendez-vous, ils ont fait un message commun dans lequel ils disaient qu'ils allaient reprendre les discussions, histoire de rassurer un petit peu tout le monde. Et donc on voit ici ces développements sont arrivés à peu près au même moment où il y a eu cette histoire avec ces acteurs dont je vous parlais juste avant. Et là on nous dit bien que ces acteurs ont contacté non seulement leur syndicat, mais aussi les studios d'Hollywood. Donc en fait de leur côté, ils ont aussi contacté les studios pour essayer de faire avancer les choses. Donc là, on nous explique que les 4 CEO, donc celui de Netflix, Bob Iger de Disney, Zaslav de Warner, et je pense que c'est celle de Universal, ont été un peu, freinés, choqués, étonnés par les méthodes de Drescher, donc de la présidente de la SAG-AFTRA, hein, la fameuse une nounou d'enfer. Je vous rappelle que c'est elle qui est la présidente du syndicat des acteurs. Et donc ils ont été un peu surpris par son style de négociation, qui, semble-t-il, implique ramener une poupée en forme c'est une peluche en forme de cœur, avec un visage souriant, qui a été donné à Drescher par une fan de 11 ans. D'accord ? Et il semblerait que, du coup, pendant les réunions, elle donne des citations bouddhistes. Et elle a aussi un peu inquiété les CEO quand elle a proclamé « Je n'en ai rien à faire si on est là pour un an ». Forcément, oui, je comprends que ça puisse surprendre. Les patrons sont pas tout blancs non plus là-dedans, mais je comprends effectivement que ça puisse un peu surprendre. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie d'être là pour un an, en fait. Le « I don't care » est peut-être un peu de trop, quand même. Le « je m'en fiche », c'est ok, s'il le faut, si vous nous laissez pas le choix, on sera là pour longtemps. De là à dire « I don't care if you are here for a year », bon, t'exagères un petit peu quand même. Alors, des sources venant du syndicat, évidemment, nient qu'elle ait vraiment dit ça, et une source qui est proche du syndicat, explique que, en fait, Drescher a une méthode de négociation qui est moins dans la confrontation. Elle préfère plutôt essayer de faire descendre le ton, de vraiment discuter, et voilà, d'amener les choses et d'échanger sur une base plutôt calme, en fait. Ce qui, pour le coup, se défend tout à fait et est une méthode tout à fait viable. Et on a Drescher qui a réagi elle-même en disant « Je n'ai pas besoin d'imiter une énergie masculine pour être un leader efficace. » Alors, ce qui n'est pas faux, dans l'absolu, clairement. J'imagine que par là, elle entend justement le fait qu'il n'y a pas besoin d'élever la voix et ainsi de suite, et qu'on peut rester très calme. Après, là, ce qui me dérange un peu par rapport à Drescher, c'est que ça rejoint un peu à un moment au début des négociations. Elle avait dû rentrer du coup parce que madame, en plein dans ces événements, était à des défilés de mode en Italie pour une grande marque de haute couture. Et donc elle avait dû rentrer étant non, ne vous inquiétez pas, je rentrerai lundi pour être là pour les réunions. Je dis bon, enfin, est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Est-ce que le message à envoyer, le fait d'être présente à un défilé de haute couture, alors que il y a des gens qui se demandent comment ils vont payer leur loyer à la fin du mois, ou même à la fin de la semaine, parce que c'est par semaine souvent, est-ce que c'était une bonne idée? Je trouve pas. Déjà, moi, depuis là, il y a ce côté-là avec Fred Drescher, voilà, qui m'embête un peu. Et on nous donne un autre exemple, on nous dit que quand il y a eu la conversation Zoom, puisqu'ils sont parlé sur Zoom avec tous ces acteurs, donc avec George Clooney et ainsi de suite, il semblerait que la première chose qu'elle a demandé, c'était de prendre un screenshot, en fait, une sorte de selfie, en fait, un screenshot de l'écran avec tous les acteurs. Ça a été confirmé par 2 sources qui étaient proches, qui ont participé à la session, et une source proche du syndicat maintient qu'en fait, Drescher, ce qu'elle voulait, c'était avoir cette photo, en fait, pour pouvoir garder ce moment historique de la vie du syndicat. Alors, ça peut se comprendre d'un côté. Il y a le côté, c'est ce qui va faire parler les gens, c'est ce qui va les mettre un peu le public de leur côté aussi. C'est le fait ils ont la chance d'être un syndicat avec des stars, autant se servir des stars pour, du coup, pouvoir communiquer.
forcément ça va beaucoup plus en parler que s'il y avait que des inconnus qui étaient mêlés à ça. Mais il semblerait que Tyler Perry a poliment refusé en disant, enfin, on ferait peut-être mieux de se mettre au boulot en fait, plutôt que de faire des selfies, on va peut-être travailler. Enfin, ce qui se défend tout à fait aussi. Pour le coup, ce qui peut vraiment se comprendre. Un petit truc intéressant par rapport aux propositions, je vous disais tout à l'heure qu'avaient fait les acteurs justement, il semblerait que ils avaient proposé un moyen par rapport aux residuals avec les plateformes de streaming, où en fait ce serait les moins bien payés qui seraient prioritaires sur le residuals et qui en toucheraient le plus. Et ça, il semblerait qu'en fait c'est Ben Affleck qui a fait la proposition, qui a fait les calculs, qui a vraiment travaillé le dossier et qui a amené cette proposition-là. Ça, c'est Ben Affleck de son côté qui l'a fait. Ce que je trouve plutôt cool pour le coup. Après voilà, on a quelqu'un qui a participé à cette conversation Zoom du coup, qui dit que ça l'a laissé quand même avec beaucoup de frustration, et pas mal de ces acteurs en fait étaient un peu inquiétés par la discussion avec la présidente de leur syndicat et avec leurs représentants. Et du coup, eux-mêmes ont commencé à travailler avec leurs contacts dans les studios pour essayer de les convaincre de retourner négocier avec le syndicat, et il semblerait même que certains de ces acteurs avaient écrit une lettre qui justement exprimait leurs inquiétudes vis-à-vis de la gestion du syndicat. Ils allaient la poster, mais vu qu'il y a eu l'annonce de la reprise des discussions, ils se sont dit ok, on la garde pour nous, on va pas le faire, parce que ça risque justement d'interférer avec les négociations qui reprennent. Mais il semblerait qu'on n'était pas loin d'avoir un vrai drama à la tête du syndicat des acteurs, avec ces acteurs vraiment stars qui auraient publié une lettre en disant qu'ils n'avaient vraiment pas toute confiance dans leur direction. Donc bon, mais du coup, les discussions, effectivement, ont reprise. Voilà, elles ont reprise déjà depuis 2 jours maintenant, elles continuent pendant le week-end. On sait que les studios avaient prévenu que si ça ne se réglait pas d'ici la semaine prochaine, bah du coup, ils laissaient de côté et ils reviendraient aux discussions en janvier. Alors on va pas s'enflammer parce que bon, ça a déjà été le cas il y a 2 semaines, les rumeurs, semble-t-il, au sein des gens proches de tout ce qui se passe, seraient qu'on serait pas loin d'un accord. On va attendre, hein, on va pas s'enflammer encore une fois, on va attendre de voir, il semblerait qu'on est vraiment pas loin, et que vraiment, une date butoir, on devrait avoir la réponse d'ici le 1er novembre. J'enregistre, on est le 28, normalement, d'ici le 1er novembre, on devrait avoir la réponse. Faut savoir qu'il y a eu les deux sont un peu rapprochés sur certaines choses, par exemple sur l'augmentation des minimums, des payes minimums en fait pour les acteurs. À la base, les studios proposaient 5%, les acteurs ont demandé 11%, les studios sont passés à 7%, les acteurs sont descendus à 9%, donc déjà on commence à se rapprocher. Après il y a le problème de l'IA, ça on ne sait pas où ça en est pour l'instant, mais voilà, les rumeurs en tout cas disent vraiment, vous voyez c'est ici, ils sont passés de 5 à 7% sur la proposition des studios, et de leur côté à la base les acteurs demandaient 11%, et ils ont accepté de passer à 9%, voilà on le voit, c'est dit ici. Donc on va voir ce qu'il en est, mais j'espère, on croise les doigts, parce que vraiment, là, c'est hyper important ce qui est en train de se passer. Parce que si la situation n'est pas réglée d'ici le début de la semaine prochaine, et si effectivement, je vous avais déjà expliqué, en fait, c'était le problème, pourquoi il fallait régler ça vite, parce que de toute façon, il n'y aura pas de tournage en décembre. Parce que c'est comme ça, il y a Thanksgiving, il y a Noël, en général, il n'y a pas de tournage en décembre. Donc du coup, si jamais... Et il faut du temps pour remettre en route. Donc si c'est pas tout de suite, il n'y aura pas de tournage en 2023. En tout cas, à part les dérogations, ceux qui ont obtenu le droit. Mais tous les grands studios, tous les studios majeurs et tout ça, pas de tournage en 2023. Ce qui veut dire la mort de la saison d'automne de toutes les séries. Il n'y en aura pas de nouvelles. Donc ça ira acheter sur des marchés étrangers, ça ira récupérer d'autres trucs, ça fera des rediffusions, ça fera beaucoup de télé-réalité. Il y a intérêt à aimer la télé-réalité pour ceux qui... Du coup, oui, donc il n'y aurait pas de nouvelles séries en automne en fait. Donc ça va provoquer des annulations de séries qui ne reviendront pas. Ça va être des séries qui avaient été validées pour commencer, qui peut-être ne commenceront pas ou alors commenceront en retard. Enfin, et au niveau des films, c'est aussi pour ça que les studios sont en train d'éloigner plein de films
c'est pour avoir des choses à sortir en 2024 et en 2025. Parce que là, il va y avoir des périodes extrêmement mortes. Les cinémas vont souffrir. Les cinémas vont souffrir. Et ils vont déjà souffrir de toute façon, mais plus ça se rallonge, plus ils vont souffrir. Donc voilà, faut vraiment croiser les doigts pour que ça s'arrange d'une bonne manière, pour qu'effectivement les acteurs obtiennent des choses. Voilà, on va voir. Peut-être, j'espère, du coup, d'ici 1er novembre, pouvoir annoncer que les choses sont réglées. Mais voilà, encore une fois, je vais pas m'enflammer, parce que du coup, comme tout le monde, j'y ai cru il y a 2 semaines, et au final, on a vu ce qui s'est passé. Donc, voilà, on va continuer à regarder ça. Au moins, ils sont en train de discuter, ils sont autour d'une table tous ensemble. Les choses ont l'air de se rapprocher au fur et à mesure. Il y a un fossé qui est moins grand que celui qui était là il y a 2 semaines. Reste à voir ce qui va se passer. Enfin voilà pour les news de cette semaine par rapport à tout ça. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Cliquez, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, bien sûr, ça aide énormément. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.